Je sais pas si ça vous rappelle quelque chose, mais parfois vous demandez une fonctionnalité très simple ou qui paraît assez évident et on vous dit bah non, faut tout casser. Ah, il y en a pour 3 semaines ou je sais même pas, faut que je regarde dans le code, je suis pas sûr de pouvoir le faire, je sais pas, faut que j'analyse. Bah là, je pense que vous êtes tombé dans la dette technique. Alors, c'est quoi la dette technique? Bah, c'est la capacité d'un produit à devenir totalement rigide à des évolutions. Un produit qui au départ était très simple, qui était facile à faire évoluer, qui devient un véritable cauchemar dès qu'on veut changer quelque chose. Alors, comment, pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? Quels sont les composants d'une dette technique? Alors, il y a plusieurs composants. La première chose, un produit, un logiciel, maintenant, c'est plus simplement un seul code source, c'est un code source qui va communiquer plein de librairies qui font déjà des choses. La meilleure façon de créer de la dette technique, c'est de ne pas mettre à jour ces librairies. Pourquoi? Bah, tout simplement, ces librairies, elles vont rester statiques. À un moment, vous allez avoir de nouveaux besoins. Dire, ah bah tiens, j'ai une librairie, par exemple, qui fait de la conversion monétaire ou qui me permet d'avoir la météo. Mais j'aimerais avoir des fonctions un peu plus fines. Ah ouais, mais pour ça, il faut mettre à jour cette librairie de météo, par exemple cette librairie monétaire. Le problème, c'est que un programme, maintenant, c'est de plus en plus d'interdépendance entre plein de librairies. Et lorsque vous allez mettre à jour cette librairie A, il va falloir mettre à jour la librairie B, puis la librairie C, et tout ça, puis la D, la E, la F, et 50 librairies, et tout ça, ça n'a pas été fait depuis 2 ans. Et c'est un chantier de 3 mois, juste pour mettre à jour la librairie, parce que ça n'a jamais été fait. Et le pire, c'est quand il y a je veux mettre à jour la librairie A, oui, mais elle dépend de B, mais B n'est plus maintenue par la personne qui l'a fait, parce qu'on a utilisé plein de librairies open source, et certaines ne sont plus maintenues, ou même des librairies professionnelles. Ah, bah comment je fais? Bah, faut que j'enlève B, mais B, je vais la remplacer par C, mais C va faire que D ne fonctionne plus, et bah, vous êtes parti pour 3 mois encore aussi, juste pour faire évoluer vos librairies, parce que vous avez laissé pourrir le truc, parce que ça n'apporte pas, entre guillemets, de valeur. Mais un logiciel, bah, ça s'entretient, il faut faire au fur et à mesure évoluer ses librairies dans le temps. Un autre truc, c'est ce que j'appellerais le principe du Boy Scout inversé. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Clean Code, ce sont des bonnes pratiques on va dire, de développement. C'est un bouquin qui fait 300 pages, je crois, qui a été écrit par Oncle Bob. Bon, la plupart, enfin pas mal de développeurs ne savent même pas que ça existe, mais en tout cas, moi je dis, s'il y a un principe qui devrait être appliqué, c'est le principe du Boy Scout. Alors qu'est-ce que c'est le principe du Boy Scout? Là, ça vient du monde des Boy Scouts, c'est dire quand on arrive sur un terrain, lorsqu'on repart de ce terrain, on doit laisser au moins en aussi bon état que lorsqu'on est arrivé. Bah, le principe du Boy Scout inversé en développement, c'est lorsqu'on arrive sur un code source et qu'on a faire un truc et que c'est urgent, ou on n'a pas le temps de faire des tests, ou ce genre d'imbécilité, et bien qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un truc bien sale, on va faire des compromis, on va tordre le logiciel un petit peu. Parce que c'est urgent, c'est pas grave, etc. Le problème, c'est qu'un peu comme quelqu'un qui commencera à jeter une canette en forêt, puis un autre va laisser un papier gras, puis un troisième autre chose. 15 jours après, c'est quoi? Bah, c'est une décharge à ciel ouvert. Bah, votre produit, c'est ça. Le principe Boy Scout inversé, c'est des petits compromis, des petits trucs sales qui, en s'accumulant, font que votre produit devient une espèce d'immondice absolument inexploitable. Alors, une autre chose qui part d'un très bon sentiment, mais juste qui a pas su évoluer, c'est un produit, il y a donc un code source, c'est valable pour une clientèle donnée, pour une taille de clientèle donnée. Si vous voulez faire un produit pour des petits comptes, vous allez faire par exemple une base de données, du code source, et vous allez traiter souvent par exemple tout le lot de demandes d'un client directement, parce que ce sont des petits volumes. C'est très bien fait, ça marche très bien, et d'un seul coup vous commencez à signer des grands comptes. Et là, d'un seul coup, on dit par exemple, je sais pas, imaginons, il faut traiter, on sait rien, des documents par exemple. Ah, c'est plus 3 ou 10 ou 20 documents par client, c'est 3 millions par document par client. Vous ne pouvez pas envoyer 3 millions de documents dans votre système, les balancer en base de données comme ça, faire les traitements comme ça en une seule fois. Il va falloir installer un logiciel qu'on appelle de file d'attente, donc travailler sur ce qu'on appelle de l'asynchrone. Il va peut-être pas falloir un seul serveur, donc il va falloir pouvoir dupliquer votre code source sur ces multiples serveurs. Il va falloir que vos bases puissent pouvoir travailler sur plusieurs serveurs, donc des bases qu'on appelle réplicables. Ah bah et puis le code source qui va gérer tout ça, qui va gérer le fait de pouvoir travailler en simultané sur plusieurs serveurs, se synchroniser, pas se marcher sur les pieds. Bah, d'un seul coup, quelque chose, par exemple, qui a demandé 2 semaines de travail, là, d'un seul coup, va devenir un produit qui demande 6 mois, 1 an de travail.
Alors, l'erreur que font pas mal d'entreprises, c'est que ils continuent un peu à charger la mule sur ce produit qui est pas de base, qui a été créé pour des petits comptes, jusqu'à temps que le truc explose. Dire ah ouais mais là votre produit, le code il marche plus, je comprends pas, avant ça marchait bien. Pourquoi? Parce que un produit est vendu, est créé, est architecturé par rapport à une taille de client. Sinon on fait ce qu'on appelle du développement spéculatif, c'est-à-dire tiens on va créer un produit, mais peut-être qu'un jour on vendra des multinationales, donc on va pouvoir gérer 50 000, 100 000, 200 000, 300 000, 10 millions de documents ou de ce que vous voulez. Et pendant 3 ans on développe et puis on sort jamais rien. Donc c'est très bien de penser à un produit par rapport à sa clientèle et de sortir au plus tôt, mais il faut absolument ne pas perdre le déphasage entre le commerce et la technique. Et souvent, le commerce fait un peu ce qu'il veut, n'écoute pas la technique, et on se retrouve dans ce problème-là. Donc, toujours avoir, mais c'est un problème d'alignement d'entreprise. Si on décide, par exemple, de vendre auprès de grands comptes, on ne sortira pas pour un certain nombre de nouvelles fonctionnalités parce qu'on va travailler sur le changement d'échelle de notre produit. Et puis, c'est codé avec les pieds, tout simplement. Il y a des très bons, des très mauvais développeurs dans la profession. Et il y a des gens, c'est un peu comme le permis de conduire, on ne devrait pas leur donner le droit le permis de coder. Tout simplement, il y a des gens, c'est juste du grand n'importe quoi, ils connaissent, ils savent ce qu'on appelle l'épiceur de code. Voilà, c'est un peu vulgaire, mais un code, ça se design, ça s'architecture. Il y a des outils pour ça, et à tout niveau, du code, mais aussi des API. Hein. Il y a des designs d'API, il y a des architectures d'API. Euh, ça s'accumule pas tel quel. Si on laisse des gens faire tout et n'importe quoi, on obtient tout et n'importe quoi. Alors le problème de tout ça, c'est que en plus un produit c'est vivant. Donc cette dette qui va faire que votre produit est de plus en plus compliqué à faire évoluer, il va se rappeler à vous souvent. Les évolutions légales, par exemple, moi j'ai travaillé dans la paye, c'est simple, le produit il évolue tout le temps. Il n'y a pas le choix. La concurrence sort une nouvelle fonctionnalité, il le sort en 15 jours, vous mettez 3 mois. Pourquoi? Parce que votre produit est devenu tellement rigide que vous n'avez pas à le sortir. Vos concurrents sont scalable, c'est-à-dire ils peuvent sortir des clients à 100 000 par exemple, je sais pas, items, quel que soit ce qu'ils traitent, ils peuvent passer à 500 000 pour un client, les doigts dans le nez. Vous, non, vous ne pouvez pas. Donc, à la fois, il y a des évolutions sur lesquelles vous n'avez pas le choix, il y a des évolutions aussi si vous voulez rester à jour en termes de mise à jour librairie, sinon un jour vous allez le payer cher, et il y a les évolutions commerciales et légales. Et bien tout ça va se rappeler à vous à chaque fois que... Enfin, la dette technique va se rappeler à vous à chaque fois que vous voulez faire évoluer votre produit. Et puis, il y a un problème de dimensionnement et qui est un cercle vicieux. Vous êtes en dette technique, donc ce qui demandait 3 jours demande 3 semaines. Euh, et vous avez 3 développeurs, 4, 5. Et il y a un moment, tout simplement, vous allez juste passer votre temps à essayer de régler des problèmes de dette technique, mais vous n'allez rien sortir en termes de valeur. On va dire, ah ouais, mais le produit sort rien du tout. Ou à l'inverse, vous allez dire, ah non, il faut pousser de la feature, c'est parce qu'il faut signer les clients. Et donc vous allez recréer en plus de la dette technique, parce que votre produit n'est pas stable, et vous allez rajouter encore des compromis, vous allez tordre votre produit par-dessus l'existant. Là, vous allez sortir des features, et votre produit sera de plus en plus lent, de plus en plus rigide à faire évoluer, de plus en plus risqué. Donc dans les deux cas, il y aura une insatisfaction. Soit on va dire, ouais, le produit c'est de plus en plus compliqué, on n'arrive à rien faire, soit dire, vouloir combler la dette technique, mais on va dire, oui, mais ça fait 6 mois, 1 an, 2 ans que le produit n'a strictement rien sorti et on passe pour des ringards auprès de la concurrence. Donc, quelles sont les conséquences? Le recrutement déjà. Beaucoup d'entreprises en ce moment disent c'est très compliqué de recruter. Oui, mais la dette technique, je vais être un peu vulgaire, mais c'est demander aux autres de nettoyer la merde au nouveau. Non, pourquoi est-ce qu'on devrait faire ça? Des gens qui passent des diplômes à bac plus 5, qui se concentrent sur une activité vraiment qui est quand même pas simple intellectuellement, qui demandent de se mettre à jour en permanence, qui est une activité passionnée, pourquoi ils iraient dans un projet qui est complètement pourri? Je vois pas l'intérêt. Donc déjà, c'est un gros problème d'attractivité. Et en plus, souvent, les boîtes qui sont en dette technique sont des boîtes qui perdent en dynamique commerciale, donc qui n'arrivent pas à payer les salaires qui sont en forte croissance des développeurs. Donc on se retrouve avec ce problème de modèle économique qui n'est pas adapté, et en plus sur des produits qui sont vus comme des produits pourris par les développeurs. Donc ça n'aide pas du tout. C'est l'incapacité d'aborder des nouveaux challenges, puisque les concurrents, eux, n'ont pas forcément cette dette technique et peuvent
très rapidement proposer des nouvelles fonctionnalités. Et puis, au fur et à mesure, mettre en production, ça va devenir un cauchemar. Il va falloir tout un week-end pour mettre en production. On n'ose plus mettre en production, donc on livre que tous les 3 mois, tous les 6 mois, donc commercialement, on est moins dynamique. On n'arrive plus à tester le produit, c'est de plus en plus compliqué de tester le produit parce que plus personne sait comment ça fonctionne. Il y a plein de cas qui ne sont pas documentés. Il y a aussi la dette fonctionnelle, qui est un autre problème. Et donc, le produit devient compliqué à mettre en prod. On ne sait même pas si ça va fonctionner. Les équipes sont démotivées. Ça peut pas tenir. Et là, vous êtes dans une entreprise qui est en mode erreur. Alors, avant que ça arrive, est-ce qu'il y a des solutions pour éviter la dette technique? Moi, j'en ai noté quelques-unes. Déjà, avoir un produit à jour, mise à jour des librairies, mise à jour des frameworks, et ça, toujours à être à jour, parce que plus vous allez attendre, plus un produit est maintenant une interdépendance de librairies, de frameworks, de produits logiciels, etc., plus ça va être compliqué de le faire évoluer. Donc dès que vous avez une faille de sécurité, ça devient le faire évoluer. Dès que vous voulez utiliser faire coder une nouvelle fonctionnalité, vous avez besoin de librairies, mais comme vos librairies ne sont pas à jour, vous ne pouvez pas le faire. Donc c'est compliqué. Deuxième chose, la qualité du code. Au moins appliquer le principe du Boy Scout. Quand vous faites évoluer un code, qu'il soit aussi autant propre, autant testé que lorsque vous arrivez. Ne commencez pas à tordre le truc, à le salir, à faire des compromis. Sinon, au fur et à mesure, votre code va devenir une décharge. C'est découper votre application. Si vous avez un gros tas d'un machin, un truc, dès que vous modifiez un truc là, ça peut exploser là. C'est ce qu'on appelle les effets de bord. Commencez à découper. Par exemple, vous êtes sur un pro logiciel, découpé par des domaines métiers, la gestion des stocks, la gestion des utilisateurs,